Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, on va pas parler train, en tout cas pas directement. On va parler d'un sujet qui a été pas mal soulevé en commentaire dans la vidéo d'unboxing de la 150Y3. Et je trouvais que c'était intéressant de faire un petit peu une mise au point rationnelle. Euh, il est, comme dans tout marché, intéressant de faire un petit peu une analyse à la fois de la demande et ensuite de l'offre. On a un loisir qui est passé de plus en plus d'un loisir, on va dire, euh, ludique, donc du train joué, à un loisir technique. Ça, c'est l'évolution du marché depuis les 40 dernières années. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait des trains électriques dans les grandes surfaces et puis dans les magasins de jouets. Et au fur et à mesure, maintenant, on est passé ensuite sur les magasins ultra spécialisés. Et maintenant, on est passé vraiment soit sur des sites en ligne, soit sur vraiment des magasins de loisirs techniques. Donc, cette évolution, elle est due aussi à une évolution de marché. C'est que quand on analyse d'un point de vue marketing les gens qui achètent du modélisme ferroviaire, et c'est très particulier au modélisme ferroviaire, c'est beaucoup moins vrai dans d'autres disciplines du modélisme. Sauf une autre dont je vous parlerai, je ferai le parallèle juste après. Donc c'est vrai que quand on analyse un petit peu ces cibles marketing, on se rend compte qu'on a pratiquement 2 tiers des consommateurs de modélisme ferroviaire en ce qui concerne le matériel roulant, qui sont des collectionneurs ou des vitrinistes. Et donc, comme avec d'autres disciplines, les collectionneurs et les vitrinistes sont beaucoup plus demandeurs de, euh, de qualité de reproduction, de finesse de reproduction. Et donc, du coup, la conséquence de leur demande va être de faire monter en précision les qualités de reproduction et donc on verra par la suite les coûts. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que maintenant qu'on a des techniques de reproduction de plus en plus fines, la dernière partie, c'est-à-dire ceux qui font du modélisme ferroviaire pour, pour exploiter finalement, que ce soit sur un réseau, un diorama ou dans un réseau de clubs, etc., eux vont avoir d'autres demandes techniques de fiabilité, de qualité de roulement, de qualité de- d'adhérence et de traction, etc. Donc quand on a toutes ces demandes-là, on a une tendance qui ont été répondues par les industriels par une augmentation de, de, de la finesse de réalisation, de la justesse de réalisation, de la R&D, donc la recherche et développement nécessaire pour créer comment s'appelle, des modèles qui répondent de plus en plus aux exigences de leur marché. Et c'est vrai que ça aboutit forcément à une augmentation des coûts, en fait. Et au même moment, on a un phénomène qui court depuis les années 80, où, et c'est particulièrement vrai en France, on a mésestimé, voire traité avec condescendance les loisirs techniques et les loisirs manuels techniques, au profit d'autres loisirs à consommation plus instantanée.
Donc, je pense notamment aux jeux vidéo, mais il n'y a pas que les jeux vidéo qui sont à l'origine de ça. Il y a aussi le fait que on a énormément privilégié dans les circuits éducatifs les disciplines intellectuelles au mépris des disciplines manuelles. Ce qui fait que maintenant, vous avez énormément de gens de ma génération qui sont virtuellement et réellement incapables de tenir un tournevis ou qui risquent de tuer la moitié de la planète en faisant du bricolage. Donc comment ça s'appelle? C'est un constat qui est aussi vrai d'un point de vue sociologique dans l'utilisation et dans la, et dans la pratique des loisirs techniques et des loisirs manuels techniques. Voilà. Maintenant, quand on met un petit peu en perspective les coûts, et là il faut parler un petit peu inflation, on se rend compte que globalement les coûts ont quand même augmenté bien plus que les indices de consommation ne nous les laissaient présager. Et là, pas uniquement dans le modélisme ferroviaire. Quand vous voyez par exemple en peinture, le prix d'un pot de peinture, si on le rapporte à l'inflation vis-à-vis du tarif qui coûtait dans les années 80, il s'est quand même pas loin de manger 600% d'augmentation, votre pot de peinture acrylique. Et même hors loisirs techniques, quand vous voyez le prix d'un plein d'essence, le prix d'un paquet de cigarettes, le prix d'un journal, on ne le dit pas assez, mais quand l'Eco-Revue qui est un journal de modélisme ferroviaire, sort un hors-série à 15 euros, eh ben, c'est quand même pratiquement le triple de hors-série qui sortait dans les années 80. Donc, voilà, c'est sûr que Par contre, malheureusement, bizarrement, les salaires n'ont pas suivi la même augmentation. Donc le différentiel entre les salaires et le coût de la vie, en règle générale, a pris un tellement grand écart que là, on peut aussi s'interroger, d'un point de vue sociologique de nos sociétés, au résultat de 40 ans de politique néolibérale. Ça tombe bien, on est dans une période d'élection. Donc, il y a un moment donné, on est tellement habitué à cette politique néolibérale qui s'est installée dans nos états d'esprit, dans nos modes de consommation, dans nos papilles, dans notre environnement, que jamais on s'est posé la question de questionner tout ça. Et là, moi, je ne vous parle pas de l'augmentation des cotisations sociales qui sont de toute façon progressives. Je vous parle simplement du fait que vous avez une dizaine de personnes en France qui possèdent la moitié du patrimoine financier qui possèdent le patrimoine financier de 27 millions de personnes dans notre pays. Non. Et donc c'est pas en nous faisant des chèques cadeaux pour nous faire passer la pilule ou en nous exonérant de, de taxes sur l'audiovisuel, de redevances télé, ou en nous lâchant l'aumône en disant on ne va plus vous faire payer vos cotisations sociales, mais donc du coup si vous ne payez plus les cotisations sociales, vous n'allez plus avoir de sécurité sociale. Si on vous baisse vos impôts, vous n'allez plus avoir les services publics qui vous sont pourtant nécessaires et qu'on a pris l'habitude d'utiliser dans l'État-providence. Donc si vous voulez, le choix politique d'une politique détermine aussi les tarifs. Donc il faut aussi avoir une cohérence. Quand on met en avant des politiques néolibérales pendant 40 ans, il ne faut pas s'étonner non plus que derrière, il y ait des augmentations à tous les niveaux parce que tout coûte de plus en plus cher. Là, j'ai fait une digression parce que, en plus, on est en période électorale où on a finalement 3 modèles de société qui s'opposent. Donc c'est intéressant à un moment donné de se poser la question de savoir quelle est la conséquence du modèle que l'on a mis en avant depuis 40 ans, tout simplement. Donc voilà, ensuite après, je clôt la parenthèse politique, mais tout est politique, donc y compris le prix de nos modèles réduits. Ensuite après, quand on a des artisans, et moi j'ai pris le parti de cette comment dire,
de défendre les artisans et de promouvoir. Mais un artisan, il est contraint par son nombre de tirages, et donc parce qu'il est contraint par son nombre de tirages, forcément les prix sont sont un peu plus chers que qu'un fabricant qui peut faire des gros tirages. Donc les fabricants, pour essayer de tirer les coûts vers le bas, ont essayé de délocaliser en Chine. Ils sont en train de réaliser qu'ils ont fait une connerie monumentale. Certains se disent, ben, on va aller en Roumanie, en Slovaquie, et on va pouvoir maintenir nos prix, et ce qui est encore une fuite en avant et une erreur monumentale. Coucou, Monsieur Chapelle, vous faites une connerie, hein, Monsieur Chapelle de RE. Délocaliser en Slovaquie va régler votre problème à court terme. C'est le modèle ferroviaire, c'est le modèle économique, de la conception du modèle économique qu'il faut que vous changiez, fassiez évoluer. Ensuite, c'est une réflexion sur ce que l'on propose et sur la façon dont on le propose. Vous voyez que les compagnies, les fabricants, ne proposent plus de catalogue, de fonds de catalogue. Ils proposent de la nouveauté en turnover, c'est-à-dire en cycle. Donc, ils vont vous faire, par exemple, une locomotive, hein, comme la 150Y3, qui a été tirée pour le marché français à 900 exemplaires. Mais une fois que les 900 exemplaires seront vendus, donc 900 exemplaires en analogique et 900 exemplaires en numérique, hein, puisque c'est deux références différentes. Mais 900 exemplaires. Donc une fois que les exemplaires ils seront écoulés, ben, ils ne referont pas de locomotive 150Y avant 5 ans. Donc 1 an et demi pour vendre le produit, 3 ans pour le laisser en seconde vie, c'est-à-dire sur le marché de l'occasion. Ça vous fait 4 ans et demi, et ensuite, au bout de 4 ans et demi, ils réactivent une fabrication qui va vous prendre entre 6 mois et 8 mois. Voilà. Et ben, vous avez ça exactement, c'est ce que fait Rocco, hein, mais vous avez ça exactement d'autres fabricants comme LS Model, hein, qui veut dire Limited Series Modélisme. Bah, eux, ils disent, bah, on fait un one-shot à 400 exemplaires pour une voiture Corail, et puis bah, quand la voiture Corail elle a été vendue, elle vit sa vie en occasion, il n'y aura plus de rediffusion avant. Wow, c'est un modèle économique débile, mais c'est un modèle économique qui leur a permis, qui ont permis aux gros fabricants de survivre, parce que sinon ils ne survivaient pas. Parce que quand vous avez un fonds de catalogue avec 600 ou 700 références et que vous gardez ce fonds disponible à tout moment, ça vous fait une immobilisation financière que même les gros fabricants ne peuvent plus se permettre à l'heure actuelle. Donc, ils ont essayé de réfléchir à comment garantir par la nouveauté, et par la nouveauté, parce que faut pas être débile, hein, les moules de la 150Y, ils ont été conçus dans les années 2000. Hein. Ils en sont à leur 3e retirage. Alors, ils font des retirages allemands, ils font des retirages de temps en temps, un retirage français, parce que ça faisait longtemps. Je vous parie que l'année prochaine, on a une 150X qui sort chez Rocco. Hein. Voilà. Et ils vont pas faire un nouveau modèle et une nouvelle conception de locomotives sur le marché français, comme je vois les gens sur les forums se tirer la bourre à ce sujet. Ils ne le feront que si le moule et la création leur donnent une espérance de vie sur 20 ans. Parce que leur moule, au lieu d'être amorti sur 8000 exemplaires, 9000 exemplaires, eh ben il sera amorti sur des séries limitées à 1500 exemplaires sur 20 ans. Et c'est ça la stratégie. Alors comme en plus, certains ont dit, bah on va faire ça, et en plus on va délocaliser en Chine, on va faire fabriquer en Chine, parce que le petit Niakwe, excusez-moi de dire ça comme ça, mais il y en a qui parlent comme ça, donc c'est leur mode de raisonnement, et notamment chez les équipes marketing. Le petit chinois, le petit ouvrier chinois, ou l'enfant, ou la femme sous-payée, au lance-pierre, va ensuite après récupérer les modèles et donc réduire les coûts de fabrication, tout en maintenant un business model stupide. Ben, quand la mondialisation heureuse va, et que tout va bien, et que tout le monde courbe les chines et accepte de ne pas se préoccuper de géopolitique,
bah ça fonctionne. Puis à partir du moment où nous arrive sur le coin de la tronche un virus ou des conflits militaires, bah à ce moment-là, ces grains de sable viennent, viennent empêcher la machine de tourner en rond et donc du coup créer des tensions. Et quand on a des tensions, on a des augmentations tarifaires. Donc ça, c'est aussi une remise en cause de notre modèle de développement, de notre modèle de consommation, et qui vient donner un principe de réalité à nos attentes, nous, de modélistes. Moi, je suis toujours effaré de voir que les gens pensent le modélisme ferroviaire, et notamment le matériel roulant, comme du ready to run. Il n'y a aucun fabricant qui nous propose du kit, même chez les industriels. Les seuls qui font ça sont les artisans. Mais la 150Y, elle aurait été fournie en kit totalement sans être montée, bah, votre locomotive, avec les marges, avec les frais de transport, elle n'aurait pas été à 320 balles. Elle aurait été à 90, 100 balles. Mais qui serait prêt à acheter une locomotive totalement en kit et à la monter même sur des modèles plastiques? Combien ça représente de gens sur la totalité des vitrinistes, des collectionneurs, des vitrinistes, des modélistes sans réseau et des modélistes avec réseau? Ça représente quoi comme étude de marché? Donc il faut réfléchir à ça aussi quand quand on se réfère au tarif d'un hobby. Alors c'est vrai que ensuite après il y a des arbitrages. Hein. Moi j'ai décidé dans mon budget à titre personnel de faire des arbitrages. Donc je ne mange pas certaines nourritures, je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool. Donc du coup je fais une économie substantielle sur ce poste-là, c'est mon choix. Voilà. Le budget alcool en France, il est de 150 € par mois en moyenne. Voilà. Ben moi, les 150 €, j'ai décidé de les mettre dans le modélisme ferroviaire. Et de temps en temps, je m'achète une locomotive. Et de temps en temps, j'économise. Je mets je fais un petit cochon avec de l'argent et je décide de m'acheter des choses pour le train. Et puis quand j'ai la possibilité, ben, il y a aussi des choses que je fais moi-même. Voilà. Donc c'est sûr que en ce qui concerne le matériel roulant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a beaucoup moins d'accès à du matériel de recherche pour pouvoir faire les choses 100% soi-même. Mais moi, je considère que par exemple pour le décor, il y a à peu près 70% de ce qui est du décor qui est ce que je fais moi-même. Après, il y a des choses que j'achète parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Par exemple, les châteaux, ils étaient très bien. Ça m'aurait coûté aussi cher de le faire moi-même. Donc, bah, j'ai acheté les maquettes et je les ai modifiées. Comme certaines maquettes remarquables. Mais si vous voulez, voilà, on a des choix et de plus en plus on est amené à faire des choix. Je ne vous parle pas à l'heure actuelle du plein qui frise les 100 €. Bon, est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'utiliser sa voiture? Est-ce qu'on ne peut pas moduler son, son rythme de vie, mais collectivement, hein, je ne dis pas à titre individuel, pour éviter les embouteillages qui font que les gens consomment un tiers de leur carburant avec une voiture à l'arrêt dans les embouteillages, dans les grandes agglomérations? Bon, voilà. Est-ce qu'on a véritablement besoin de se déplacer à chaque fois que l'on se déplace? Alors certains vont dire oui, mais c'est ma liberté, etc. Oui, mais c'est votre liberté, elle a un coût maintenant. Et on va être de plus en plus dans un monde où la liberté aura un coût. Donc si vous voulez, moi j'essaye de mettre en perspective, sur cette chaîne, je n'ai pas envie de commencer à pinailler sur les histoires de coûts. Je fais une vidéo à ce sujet qui va être classée dans les hors-sujets parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une discussion qui ne soit pas forcément dans les sections commentaires de chaque vidéo, quand je fais de la présentation de matériel, etc. Mon objectif n'est pas de cramer sur regardez, je suis content, j'ai eu ce matériel. Je montre ce matériel parce que ce matériel, je l'ai acquis parce que je trouve qu'il était nécessaire
vis-à-vis de mon réseau. Il y a énormément de matériel que j'aimerais avoir et que je n'achète pas parce qu'il ne correspond pas à, à ce que je veux montrer et ce que je veux voir circuler sur mon réseau. Donc j'achète pas de Regiolis, pourtant j'adore les Regiolis, j'achète pas de TGV, pourtant je trouve que c'est iconographique, enfin c'est iconique plutôt, et que si je m'écoutais, j'aurais un TGV Sud-Est, un TGV Atlantique, un TGV Nord, donc un réseau, un, un, un TGV NG, un TGV Duplex, un TGV Postal, un Thalys, un... Ah putain, je l'oublie à chaque fois celui-là. Un Eurostar. Voilà, et puis je me ferai une vitrine avec toutes ces rames de TGV complètes à 10, 15, 15 voitures, mais je le fais pas. Je le fais pas parce que ces machines-là ne circuleront pas et que je ne suis pas un vitriniste. Moi, je fais de l'exploitation. Ma volonté, c'est d'acheter du matériel roulant pour faire de l'exploitation. Donc là, je commence à arriver à peu près, en termes de matériel roulant, à ce que je veux en termes de matériel roulant moteur. Il me manque une Crampton, il me manque une deuxième 230K, puisque la première, je la fabrique. Donc la deuxième 230K, il me manque une Crampton, il me manquera peut-être une 130 ou une 030 ou une 120 Est. Et puis bah, j'aurai tout ce dont j'ai besoin concernant mon matériel roulant, puisque là je vais avoir à peu près les trains qui circuleront sur Wessenheim en termes de matériel moteur. Et puis ensuite après, bah, il me manque une trentaine de wagons de marchandises, que ce soit des tombereaux ou des trémies. Il me manque des quelques wagons et voitures époque 2 pour l'extension, des petites voitures. Et puis voilà. Et ensuite, après, une fois que j'aurai ce matériel-là, que l'ensemble de mon matériel, de mon parc sera constitué, je n'aurai plus de raison d'acheter du matériel roulant, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur. Mais mon objectif n'est pas d'avoir un esprit de collection. J'adore les corails, hein, par exemple, mais j'achète pas de corail. Pourtant, je pourrais craquer et m'acheter énormément de matériel. J'adore ça. Donc, mais là, dans l'esprit du réseau de Wessenheim, c'est pas l'époque, ça correspond pas, donc j'achète pas. Voilà. Donc je fais aussi comment ça s'appelle, des, des arbitrages par rapport à ça. Voilà. Donc, pour en revenir au tarif global, oui, ça a pris cher. Ça a pris cher. C'est aussi aux clients de faire remonter aux fabricants, que ce soit des grands fabricants ou des fabricants intermédiaires, un autre son de cloche. Il y a certains fabricants qui ont essayé de faire des gammes d'accès. Après, il y a aussi un autre phénomène, hein, une locomotive électrique et une locomotive thermique, enfin une diesel électrique, ça coûte beaucoup moins cher qu'une locomotive à vapeur, hein. Quand vous voyez sur l'unboxing de la 150Y que les pièces détachées, il y en a 4 pages, alors que sur la CC 72030, il y a 2 pauvres pages, bien blindées en plus, parce que ça leur permettait d'éviter d'avoir trop de pages et trop de papier. Bah, voilà, la comparaison, elle est vite faite, hein. La CC 72 000, elle va être vendue 214 €, je crois, en version analogique, et 320 en version son. Et ben, la locomotive vapeur, qui demande beaucoup plus de pièces, elle est vendue 329 en version analogique et 430 en version son. Bon, moi je trouve pas ça délirant en termes de ratio, de comparaison. Quand vous voyez que une magnifique voiture chez Alès Model ou chez R37 peut monter allègrement au prix du neuf à 80 balles, entre 70 et 80 balles, et que vous mettez ça en perspective avec
les impératifs techniques de fabrication du matériel roulant, l'augmentation de la matière première, l'augmentation du prix de la R&D, les amortissements, etc. C'est pas très très déconnant. Et quand vous voyez ensuite après chez un artisan, comme par exemple Astmodel qui est capable de vous sortir une locomotive à 450 € en kit, c'est pas les mêmes tirages, c'est pas déconnant non plus, étant donné qu'il a des charges d'entreprise, en plus des cotisations sociales, des charges d'entreprise qui ont augmenté. Quand vous voyez que le prix du matériel, moi j'ai acheté une plaque comment ça s'appelle, de contreplaqué de 10 mm qui fait 2 mètres sur 3, je l'ai acheté 35 € TTC, et que maintenant elle a plus de 70. Bon, bah, tout est pareil, hein. Une plaque de Myshore, ça a augmenté. Les moteurs, dans les moteurs, il y a du cuivre. Le prix du cuivre s'est pris 400% en 5 ans. Bon, bah, voilà, c'est une globalité et du coup, ben, effectivement, on est obligé de faire des arbitrages et on est aussi parfois obligé de revenir à le cœur de ce qui était notre discipline du modélisme, c'est-à-dire bah, créer par soi-même et créer comment ça s'appelle, des locomotives, bah, c'est tellement chevelu qu'on ne le fait pas et donc du coup, on est très content d'avoir des fabricants qui nous le proposent. Mais regardez par exemple, quand un fabricant vous propose un modèle bas de gamme, il est comment ça s'appelle, dans les forums descendu comme si on l'avait mis au même plan qu'un modèle haut de gamme de la marque. Donc les marques, elles le font plus. Quand on se dit, bah voilà, je vais faire un tirage en Access sur une gamme Access ou une gamme débutant et que on se prend un shitstorm de commentaires sur les forums et les réseaux sociaux parce que le vitrage il n'est pas conforme ou les choses comme ça, eh ben, les fabricants ils vont pas démultiplier leur gamme parce qu'ils n'en ont plus la capacité et la possibilité financière. Donc il y a un moment donné, si on veut avoir des modèles à des prix entre guillemets plus acceptables, il faut accepter que en face, on ait des modèles qui ne soient pas parfaitement et qui ne répondent pas parfaitement à nos demandes en termes de justesse de reproduction. Sauf que, encore une fois, quand on analyse le marché qui achète les modèles, eh ben, il y a que un tiers des acheteurs qui sont des gens qui utilisent les modèles sur des réseaux, que ce soit des réseaux personnels ou des réseaux de clubs. Donc les autres, ce sont des vitrinistes, ce sont des collectionneurs, ce sont même des gens qui vont acheter des modèles, qui vont les mettre tranquillement dans un coffre ou dans une pièce à hygrométrie contrôlée et qui vont les revendre dans 5 ans avec une plus-value de 30%. Ça, c'est particulièrement vrai pour les artisans haut de gamme, les Lemaco, etc. On voit de temps en temps des locomotives qui ressortent, qui sont introuvables. Là, moi, j'ai trouvé sur eBay une 141R Lemaco. Le mec, il l'a vendu 4000 balles, quoi. Elle était parfait état, neuve, sortie de boîte, jamais utilisée. Voilà. Lemaco, hein. Donc, si vous voulez, je comprends. Moi, vraiment, je comprends les problématiques de tarifs, hein. Moi, ça me fait mal au cul, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Je roule pas sur l'or. Je suis éleveur de chats, moi, juste, hein. Donc, il y a un moment donné, mes revenus sont très très bas, mais je fais des arbitrages. Bon, alors après, c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'effectivement, au plus les prix montent, au moins la capacité au plus le marché va se réduire. Mais cet arbitrage-là, la grande majorité des constructeurs l'ont fait à partir d'un business model dans les années 2000, lorsqu'il y a eu des grandes concentrations de fabricants, hein. Je me souviens qu'il y a eu quand même des faillites en série et des rachats et des reprises de fonds par d'autres fabricants et des concentrations. Ça a été le cas avec, par exemple, Rocco Fleischmann. Ça a été le cas avec Hornby, hein, qui a fait le grand chelem de pratiquement tous les fabricants nationaux
des pays du sud de l'Europe, hein, Jouef, Electrotren, Lima, Rivarossi, ils sont tous allés sous le giron Jouef, et donc il y a eu une concentration avec du branding. Ils ont ensuite, après, toujours sur le même modèle économique, délocalisé en Chine pour essayer d'économiser un petit peu de main-d'œuvre et éviter que vos modèles se prennent 100 à 200% d'inflation directement. Et donc ce sont les ouvriers chinois qui ont amorti votre prix d'achat. Et puis maintenant que les ouvriers chinois ils refusent d'être payés un bol de riz et deux morceaux de viande bouillie par jour et de dormir dans les usines, eh ben, on se dit à quel endroit on va faire le même business model sans s'interroger sur la nature du business model. Et là-dessus, avec différents artisans, et puis notamment avec Christophe Chapelle aussi, hein, parce que je reviens vers lui, mais ils font une erreur stratégique. Ils font une erreur stratégique parce qu'au lieu de s'interroger sur la redéfinition du business model et de voir si ils peuvent pas recréer un business model local, donc avec une fabrication française, mais avec des systèmes qui permettraient aux gens d'acheter une base et ensuite d'acheter des kits qui permettent d'améliorer leur base et donc de revenir sur un peu l'état d'esprit du modélisme, et de temps en temps de sortir une gamme prestige full construit au prix réel, eh ben, ils se casseront la gueule tôt ou tard. Parce que la tendance générale fait qu'effectivement, les gens ne peuvent pas mettre 800 balles dans une rame avec de 6 bagnoles. Ils ne peuvent pas acheter une locomotive éternellement à 450 € sonorisée. Mais c'est là aussi la question. Est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter en permanence des locomotives sonorisées? Moi, j'ai tranché. Quand vous avez les bruits de roulement et que vous avez ensuite 4 locomotives sonorisées, vous avez 90 décibels dans votre pièce. C'est infernal. Donc, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai tranché, j'ai quelques locomotives sonorisées, parce que ça m'amuse de les entendre quand je les fais rouler toutes seules, ou quand je les fais rouler sur banc, que je n'ai pas, mais je compte bien en acquérir un. Mais ensuite, après, en exploitation, je ne mets pas le son. Parce que c'est... Bon, ah, voilà. Donc, moi, je voulais faire un petit peu cette mise au point qui, là, frise avec les 35 minutes, parce que je suis un peu agacé de voir que on a des discussions de comptoir sur les forums, mais on veut avoir des exigences ultra précises, et donc du coup il y a des gens qui font des florilèges de mauvaise foi en tapant très violemment sur les fabricants. Là, je l'ai vu encore pour comment s'appelle, la 150Y, et même pour la 72030, où il y avait un problème de positionnement sur 1/10 de millimètre ou 1 millimètre, mais on s'en fout, enfin, du blason de Chalindrey. Bah ouais, mais bon, il y a un moment donné, vous étonnez pas derrière que les fabricants aient plus envie de construire sur le marché français, et puis que quand ils construisent sur le marché français, ils fassent des séries à 800X, alors que la 150Y, enfin la BR50 UK, produite pour le marché allemand et le marché international, elle est produite à 4000X. Voilà, français 800 ou 900, marché international 4000. Voilà. Bon. Alors elle est aussi au même prix à 4000, hein, parce que ça, ils ont fait l'uniformité des prix. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est les modélistes allemands qui financent les moules des locomotives françaises, hein, chez Rocco. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et là, je dis à toutes les personnes qui dégainent la critique facile, parce que derrière, oui, on a une réalité économique, et que cette réalité économique, elle dépend d'un modèle économique, et que ce modèle économique, il dépend des politiques que l'on décide collectivement à mettre en avant dans notre pays, et dans les pays européens. Bon, on a construit une Europe, on pensait que tout le monde allait être kumbaya, et au final, on se les fait mettre bien profond, parce qu'on a envoyé des nullards qui nous ont transformé ça en espèce de monstre néolibéral qui fait du dumping à tous les niveaux. Bon, 30 ans après, on obtient un résultat. Voilà.
Donc, votez différemment, votez pour des gens qui vont qui vont avoir un discours raisonnable et raisonné, et arrêtez de voter pour des gens qui sont des petits nerveux et qui vous promettent des conneries et qui derrière vous la mettent bien profond derrière. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo qui est un peu longue, qui est une vidéo hors série, qui n'était pas du tout prévue à la base, mais je trouvais qu'elle était intéressante d'être dite, et qui sera sur la playlist d'hiver. Commentez si vous en avez envie, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, même si là, sur cette vidéo, j'ai pas parlé de modélisme en tant que tel, mais de l'écosystème qui se trouve autour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui, cette fois-ci, seront dédiées au modélisme ferroviaire et à la construction de ce réseau. À bientôt!